On va maintenant passer à la dernière vidéo de cette étape 4 concernant les bases de l'analyse technique. Donc dans cette vidéo, on va apprendre à repérer les droites de tendance pertinentes. Normalement, vous savez déjà repérer les supports et les résistances pertinents. Donc normalement, celle-ci devrait être assez simple à comprendre si vous avez bien visionné et maîtrisé la précédente vidéo. Donc voici quelques critères et astuces pour repérer des droites pertinentes. Donc tout d'abord, on les trace de l'unité la plus élevée, le weekly ou le daily par exemple, vers l'unité la plus courte. Donc là, pour le moment, ça ne change pas par rapport au support et aux résistances. Deuxième critère, il faut au minimum 3 points de contact. Alors attention, là c'est vraiment important, il faut au minimum 3 points de contact. Contrairement aux supports et résistances horizontaux, on pouvait se permettre d'avoir jusqu'à 2 points de contact au minimum, ou 3 ou 4 ou 5, mais là il faut absolument au minimum 3 points de contact et non pas 2. Pourquoi? Parce que des droites à 2 points de contact, vous allez le voir, vous allez pouvoir en tracer tout le temps, vous allez trop surcharger votre graphique. Donc à un moment donné, il faut être sélectif et la sélection c'est de commencer à partir de 3 points de contact au minimum et bien entendu, plus votre droite en a et mieux ce sera et plus elle sera fiable. Donc si vous en avez 4, 5 ou 6, eh bien ce sera des droites à privilégier par rapport aux droites à 3 points de contact. Alors troisième critère, une droite va gagner en pertinence lorsqu'elle se crée sur une unité de temps élevée. Plus l'unité de temps est élevée et plus elle sera pertinente. Donc pour ça, maintenant vous y êtes habitué, c'est comme avec les supports et les résistances. Deuxième critère, les points de contact sont nombreux et équilibrés. Donc plus elle a de points de contact et mieux c'est. Et ces points de contact doivent être équilibrés. Autre critère, son inclinaison. Alors ça, c'est un nouveau critère. Son inclinaison par rapport à l'axe du temps doit être faible. C'est simple, plus une droite a un angle d'inclinaison élevé par rapport à l'axe du bas, et moins elle sera pertinente. Pourquoi? Parce que ça veut juste dire que le prix a poussé fort, et donc il faut que le prix, à un moment donné, revienne et recorrige. Et donc forcément, plus le prix a poussé, et plus la probabilité qu'il corrige sera puissante. Alors qu'une droite qui est faiblement inclinée, eh bien, ça veut dire que le prix a évolué de manière saine et lentement et doucement dans une tendance soit haussière, soit baissière, et donc par conséquent, elle sera plus pertinente cette droite-là. Donc l'angle d'inclinaison par rapport à l'axe du temps, donc l'axe horizontal, l'axe du bas, doit être faible. Sa longueur doit également être importante. Plus sa longueur est importante, plus la droite va gagner en pertinence. Donc là, vous voyez sur ce schéma une droite de tendance haussière, donc en vert. Donc c'est comme avec les supports et les résistances, lorsque c'est haussier, c'est en vert, et lorsque c'est baissier, c'est en rouge. Une droite de tendance haussière avec 3 points de contact. Donc là, vous le voyez, là, 3 points de contact. L'angle d'inclinaison dont je vous parlais, c'est cet angle-là. Plus cet angle est élevé, donc si par exemple la droite est comme ça, et moins elle est pertinente. Par contre, plus l'angle est comme ça, l'angle est faible, et plus la droite est pertinente. Ce qui est logique en fait finalement, parce que plus la droite a un angle d'inclinaison faible, et plus elle va se rapprocher de la forme d'un support ou d'une résistance, donc ce qu'on avait obtenu avant. Et donc les supports et les résistances, bien entendu, sont beaucoup plus fiables qu'une droite de tendance. Donc plus une droite de tendance se rapproche d'un support ou d'une résistance, plus elle gagne en fiabilité. Donc là, c'est la même chose. Si cette droite était comme ça, inclinée comme ça, elle serait plus fiable. Si elle était inclinée comme ça vers le haut, elle serait moins fiable. Donc là, vous voyez, vous avez un angle d'inclinaison qui est correct pour une droite de tendance. Vous voyez également que ces points de contact, ils sont nombreux. Bon, il y en a au minimum 3. On peut en avoir plus, mais il faut au minimum 3. Et ils sont surtout équilibrés. Donc ça, c'est vraiment important. Alors attention, ça c'est comme avec les supports et les résistances encore une fois, n'en tracez pas trop au risque de rendre le graphique illisible. Imaginez un graphique avec des droites de tendance dans tous les sens, eh bien vous n'allez jamais pouvoir trader. Et ça, j'en vois beaucoup de personnes qui le font sur Internet, même des YouTubeurs sur Internet qui ont des droites de tendance, mais alors vraiment énormément, c'est impossible à trader parce que lorsque vous allez en franchir une, eh bien vous allez vous retrouver directement sur la prochaine, vous allez simplement jamais pouvoir trader. Donc n'en tracez pas trop. Donc maintenant, on va pouvoir tout de suite passer à la plateforme d'analyse tradingview.fr pour pouvoir vous montrer comment tracer ces droites de tendance. Donc là, on se retrouve sur la plateforme d'analyse qu'on avait dans la précédente vidéo. C'est le Bitcoin en unité de temps weekly. On retrouve notre fameux support, notre fameuse résistance et notre zone pivot ici. Donc là, le but, c'est de tracer les droites de tendance une fois qu'on a tracé les supports et les résistances. Donc souvenez-vous de l'ordre. C'est déjà on trace les supports et les résistances sur des unités de temps élevées. Puis on trace les supports et les résistances sur des unités de temps faibles. Puis on trace les droites de tendance sur les unités de temps élevées. Puis les droites de tendance sur les unités de temps faibles. Donc là, on a déjà tracé nos niveaux de support et de résistance. On va tracer nos droites de tendance. Donc souvenez-vous, on commence par l'unité de temps la plus élevée. Donc là, c'est bon, on est sur l'unité de temps weekly. Donc on va tout simplement prendre ici l'outil pour tracer une droite et donc on va essayer de repérer des droites qui ont au minimum 3 points. Donc là, en fait, c'est avec l'œil. Plus vous allez voir des graphiques et plus vous allez avoir l'habitude de repérer facilement les droites de tendance et plus vous allez les tracer facilement. Donc c'est évident que si vous êtes débutant, vous allez avoir du mal au début à tracer des droites de support et de résistance. Par exemple, vous allez déjà commencer à faire ça, puis tester. Donc vous n'allez pas
tout de suite au premier coup d'œil repérer, vous voyez, les fameuses droites de support et résistance. Par contre, avec l'apprentissage, avec l'expérience, eh bien, vous allez voir que finalement, sans même tracer du premier coup, vous allez repérer vos droites de tendance. Donc, c'est vraiment avec l'expérience, plus vous allez faire d'analyse dans vos graphiques et plus vous allez les repérer facilement. Et donc, souvenez-vous, au minimum 3 points de contact. Donc, moi, je vais évidemment vous montrer la méthode comme si vous étiez débutant pour tracer vos droites de tendance. Et vous allez voir que tout seul, automatiquement, vous n'allez même plus avoir besoin de suivre cette méthode et vous allez automatiquement tracer directement vos droites de tendance. Donc là, c'est simple, pour tracer vos droites de tendance, bien évidemment, il vous faut repérer les sommets et les creux. C'est ce qu'on avait vu dans la théorie de dos. Il faut absolument connaître ce que c'est un sommet et un creux. Si vous ne savez même pas encore ce que c'est, vous n'allez pas pouvoir tracer vos droites de tendance parce que les droites de tendance permettent de relier les sommets ensemble et les creux ensemble. Donc vous voyez, par exemple, ici, je prends un premier creux, j'essaie de le faire passer avec un maximum de points de contact. Donc là, vous voyez, ça ne va pas, j'ai uniquement 2 points de contact, donc j'essaie de prolonger. Là, j'en ai toujours 2. Donc là, vous voyez, par contre, si j'arrive ici, j'ai tout de suite quelque chose de plus intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai un point de contact ici. Ici, j'ai quasiment un deuxième point de contact. Ici, un troisième, un quatrième et un cinquième. Donc, cette droite de tendance est pertinente. Alors, je vais la tracer en vert. Pourquoi? Parce que c'est une droite de support. Si elle était au-dessus du prix, ça aurait été en rouge, car ça aurait été une droite de résistance. Donc là, vous avez votre droite de tendance qui est une droite de support. C'est une droite oblique de support. Donc, elle fait support au prix. Vous voyez, elle empêche le prix de descendre. Elle supporte le prix. Alors, bien entendu, vous allez avoir une certaine marge de manœuvre. Le prix ne va pas toujours rebondir pile poil sur la droite de tendance. Alors, ça arrive quand même régulièrement, souvent, mais il ne rebondit pas toujours pile poil. Là, vous voyez par exemple que le prix monte et il ne rebondit pas vraiment. Vous voyez, il touche à peine cette droite de tendance. Donc, des fois, vous allez avoir une marge de manœuvre. Le prix, par exemple, ici, eh bien, il dépasse un petit peu avec cette mèche. Eh bien, cette droite de tendance, c'est pas grave, c'est valide, c'est absolument négligeable. Par contre, vous voyez par exemple qu'un prix qui monte ici et qui vient s'arrêter là, c'est beaucoup trop loin. Vous voyez que la distance est beaucoup trop élevée. Disons que le maximum, en fait, ça serait ça. Là, cette distance est vraiment un petit peu trop juste, mais là, on va la prendre en compte. Mais vous voyez que c'est vraiment la limite. Si la distance ici aurait été un petit peu plus élevée, on n'aurait pas pris ce point de contact. Donc là, vous voyez, même là, c'est déjà un petit peu trop limite. Il faut vraiment que les points de contact soient le plus proche possible de la droite de tendance, tout en se permettant un petit écart, comme par exemple ici, un petit écart de volatilité. Donc là, on a tracé notre première droite de tendance. On va essayer d'en repérer une deuxième avec, par exemple, ces sommets-là. Donc là, on voit un sommet, un deuxième, un troisième. Essayons de voir si ça passe. Eh bien, regardez, par exemple, si je trace une droite comme ça, eh bien, je vois que je peux quasiment relier les 3 premiers sommets, donc en faisant comme ça. Donc là, vous voyez, vous avez un premier point de contact, donc je vais le rajuster légèrement. Donc un premier point de contact ici, un second point de contact ici. Donc cette mèche-là, souvenez-vous, dès que vous avez des grandes mèches, je vous avais dit que vous pouviez ne pas les prendre en compte. Ici, et ici, par exemple, ce sont des excès de volatilité, donc vous n'avez pas à les prendre en compte. Donc là, vous avez un point, 2 points de contact. Et ici, donc vous voyez que la mèche déborde un petit peu. On va rajuster un petit peu cette droite pour essayer de coller au précédent. Donc là, vous voyez, on est toujours collé à cette droite de tendance. Par contre, là, l'écart est minime. Donc cette droite de tendance, elle est valide. C'est une droite de résistance, donc on va les tracer en rouge. Alors évidemment, pour le moment, je trace toutes les droites de tendance qu'on va trouver. Parmi ces droites de tendance, certaines vont être valides pour les signaux d'achat ou de vente et d'autres non. Mais ça, les critères de signaux d'achat et de vente, on va les voir un peu plus tard dans ce module. Pour le moment, on va tracer toutes nos droites de tendance de la manière la plus proche du cours que sur les diapos que je vous ai présentés en début de cette vidéo. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des vidéos, vous allez repérer et éliminer automatiquement les droites de tendance qui ne vont pas nous intéresser pour nos signaux d'achat. Évidemment, on ne va pas prendre toutes les droites de tendance qui existent. Certaines vont être plus intéressantes que d'autres. Donc là, on va continuer, on va essayer de repérer d'autres droites de tendance tout en respectant le même critère, donc au minimum 3 points de contact, c'est ce qu'on avait eu ici. Une longueur importante, donc c'est ce qu'on avait par exemple ici, sur celle-ci, cette longueur est plus importante que celle-là. Des points équilibrés, donc ici on a des points de contact, vous voyez, la distance entre ce point et ce point est à peu près égale entre ce point et ce point, donc cette droite de tendance est valide. Donc on va essayer de continuer comme ça, tracer un maximum de droites de tendance valides. Alors vous allez voir que finalement des droites de tendance valides, même en essayant d'en tracer un maximum, vous n'allez pas en avoir 10 ou 15 par graphique, ça va vraiment être assez limité. Donc là on va essayer de repérer par exemple une nouvelle droite de tendance. Alors est-ce qu'on n'aurait pas par exemple une droite de tendance en prolongeant celle-ci? Vous le voyez, si je la prolonge un petit peu plus pour essayer de voir si elle ne rebondit pas ici, eh bien non, elle ne rebondit pas vraiment étant donné que vous voyez, on s'écarte vraiment du prix. Par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'on peut tracer une nouvelle droite de tendance avec les derniers points de contact justement. Donc regardez, si je pars par exemple ici, alors ça c'est une autre astuce, si vous ne savez pas comment tracer vos droites de tendance, vous pouvez partir de la fin pour aller au début, pour chercher si actuellement le prix n'aurait pas rebondi sur une précédente droite de tendance. Donc vous pouvez par exemple partir ici donc de la fin et essayer de voir par exemple si le prix n'aurait pas rebondi sur une précédente droite de tendance, par exemple celle-ci, et bien le prix rebondit parfaitement sur cette droite de tendance. Donc là, on va la tracer tout simplement en vert. Voilà, donc on a un premier point de contact, donc le point de contact que
tout à l'heure, on n'avait quasiment pas accepté sur cette droite de tendance, et bien là, il nous sert parfaitement. Donc, on a un second point de contact et ici, un troisième point de contact. Et donc, finalement, ici, le prix avait rebondi. Pourquoi? Parce qu'il avait rebondi sur cette droite de tendance. Parce que là, souvenez-vous, dans la précédente vidéo, on n'avait pas encore compris pourquoi le prix avait rebondi ici au milieu de nulle part. Il avait en effet franchi ce support-là, mais il n'avait plus rien entre les deux. Donc, il était censé descendre directement. Par contre, vous voyez que là, il a buté. Alors, pourquoi il a buté? Parce qu'il avait une droite de tendance. Donc là, normalement, avec cette vidéo, vous allez compléter considérablement votre analyse et vous allez comprendre pourquoi le prix s'arrête à chaque fois, soit sur un support, une résistance ou une droite de tendance. Donc là, vous voyez, vous avez une droite de tendance, une droite de support qui est complètement valide. Alors, on va essayer d'en tracer une dernière, cette fois-ci une droite de résistance. Vous voyez, par exemple, on voit là que le prix a buté à nombreuses reprises sur un niveau qui semble décroissant de plus en plus. Eh bien, on peut peut-être relier ces différents sommets entre eux. Donc, vous avez deux méthodes. Soit vous partez de la fin, sinon, si vous voyez qu'en partant de la fin, ça ne colle absolument pas à votre droite de résistance, eh bien, vous la tracez rapidement. Donc là, encore une fois, je vous rappelle que je vous montre la méthode lorsque vous êtes débutant. Eh bien, vous la tracez rapidement. Donc, vous tracez votre droite en rouge. Et puis, une fois que vous l'avez tracée rapidement, vous essayez de l'ajuster pour qu'elle passe par un maximum de points possibles, d'accord? Donc là, vous voyez qu'en l'ajustant ainsi, elle passe par un premier point, un second, un troisième et ici un quatrième point de contact. Donc cette droite de tendance est complètement valide. Et donc là, vous voyez qu'on a réussi mais complètement à borner le prix. Pourquoi on a réussi à borner le prix? Parce que si le prix passe en dessous de cette droite de tendance, ça sera un signal de short, ça sera un signal de vente pour viser ce support-là. Et si le prix franchit par le haut ce niveau des 4200 $ qu'on avait vu dans la précédente vidéo, eh bien, il y aura un premier obstacle qui sera cette droite de tendance, puis le deuxième obstacle sera sur le niveau des 6000 $. Alors évidemment, ces obstacles sont encore très loin, ça correspond à une hausse d'environ 50% du prix, donc on en est encore vraiment très loin, c'est parce qu'on est sur l'unité de temps weekly, mais ces hausses sont quand même intéressantes. Ici, on n'a pas tracé trop de support, trop de résistance ou trop de droite de tendance, on a vraiment un bon milieu. Vous voyez qu'on a une droite de tendance ici, une seconde ici, mais ce sont des droites de tendance que j'aurais pu ne pas tracer. Pourquoi? Parce qu'elles sont très éloignées du prix et elles ne servent maintenant plus à rien. Vous pouvez les supprimer au fur et à mesure, étant donné qu'elles ne servent plus à rien. Ce qui nous intéresse, c'est au fur et à mesure de nettoyer notre graphique et de garder uniquement les droites de tendance qui nous intéressent. Et donc, eh bien, on a celle-ci qui va nous intéresser par le bas, la droite de support, et celle-ci en haut qui va nous intéresser, la droite de résistance, avec nos différents niveaux ici. Donc, ce sont vraiment les niveaux qui nous intéressent. Et donc là, vous voyez que votre graphique, il est épuré. Alors, pourquoi c'est important d'avoir un graphique épuré? Déjà, la première raison, souvenez-vous, c'est parce qu'on avait dit que si on avait un graphique qui ressemblait à un sapin de Noël, eh bien, dans ce cas, on ne peut jamais trader, car à chaque fois, on sera bloqué par des niveaux de support ou de résistance. Mais surtout, le deuxième critère, c'est ce qu'on va voir dès les prochaines vidéos, dès l'étape 5, c'est qu'on va rajouter des nouveaux indicateurs sur ce graphique. On va rajouter les bandes de Bollinger, on va rajouter l'indicateur des volumes, etc. Et donc, en rajoutant ces différents indicateurs, eh bien, ça va surcharger un petit peu plus le graphique. Donc, vous imaginez bien que si on a trop d'indicateurs, on ne peut plus trader. Donc, ces indicateurs vont, comme on l'a vu dans l'intro du module 1, vont être complémentaires entre eux. Et donc, c'est vraiment nécessaire d'avoir ces différents indicateurs. On ne peut pas s'en passer. Et donc, étant donné qu'on ne peut pas s'en passer, là où il faut essayer de faire l'impasse, c'est sur les supports et les résistances, d'essayer d'avoir uniquement les plus importants qui sont tracés et non pas tous les supports et résistances qui existent. Donc, maintenant qu'on a tracé nos droites de tendance sur l'unité de temps weekly, on va tout de suite basculer sur l'unité de temps daily pour voir si on ne trouverait pas davantage de droites de tendance. Alors, juste avant, on va vérifier justement que ces droites sont bien visibles sur les unités de temps inférieures. Donc là, je clique dessus pour les activer. Donc là, elles n'étaient pas sur le H1 par exemple et ni sur le D1. Donc là, elles sont bien activées sur les unités de temps inférieures et donc là également. Donc là, moi, je les active à la fin, mais bien évidemment, vous pouvez les activer au début et une fois que vous avez activé ça, eh bien, lorsque vous allez ajouter des droites de tendance, les paramètres vont être enregistrés et donc lorsque vous allez tracer des nouvelles droites de tendance, ça va être automatiquement avec les paramètres que vous avez mis sur la première. Donc là, on va basculer sur l'unité de temps daily. Voilà, maintenant on se trouve sur l'unité de temps daily. On retrouve notre fameuse résistance, niveau pivot et support qu'on avait tracé dans la précédente vidéo. Et on retrouve aussi nos deux droites de tendance qu'on vient de tracer à l'instant. Donc vous voyez la droite de tendance ici, donc la droite de résistance en rouge et la droite de support en bas en vert. Donc là, on a vraiment borné le prix. On va pouvoir affiner notre analyse. Donc là, vous le voyez, vous avez également ce bouton dont je ne vous ai pas encore parlé jusqu'à présent. C'est le bouton qui vous permet de mettre à l'échelle automatiquement votre graphique. Là, vous voyez par exemple que mon graphique ne prend pas tout l'espace, par exemple en haut et en bas. Et bien, en cliquant sur ce bouton automatique, ça va me permettre de rajuster correctement mon graphique pour que ça prenne 100% de l'écran. Donc là, vous voyez, lorsque vous êtes sur automatique, c'est vraiment une fonctionnalité que je vous invite à utiliser qui est vraiment intéressante. Donc là, on peut rajuster notre droite de tendance qu'on avait tracée précédemment. Donc là, souvenez-vous, cette droite de résistance, on l'avait tracée sur l'unité de temps weekly, mais rien ne vous empêche de l'ajuster un peu mieux sur l'unité de temps daily, car l'unité de temps daily est plus petite et plus précise que l'unité de temps supérieure, l'unité de temps weekly. Donc ne vous gênez pas pour rajuster cette
cette droite et la faire passer parfaitement par les différents points de contact. Donc là, vous le voyez, vous vous faites passer parfaitement par ce point de contact. Là, on a une petite mèche qui dépasse, mais bon, souvenez-vous, je vous avais dit que c'était tolérable si c'est faible. Donc là, c'est complètement tolérable. Là, eh bien, on s'arrête pile poil sur la droite de résistance. Là, idem, on a un léger excès, mais qui est acceptable. Là, vous voyez que la distance est beaucoup trop élevée. Donc là, clairement, ce sommet, on ne va pas le prendre en compte. Et là, cette mèche-là, souvenez-vous, je vous avais dit que dès que vous avez des grosses mèches, eh bien, il ne faut pas les prendre en compte. Donc là, on ne les prendra pas en compte. Et enfin, vous voyez ici que le prix bute à nouveau sur cette droite de résistance. Donc la distance est acceptable. Vous pouvez même rajuster la droite de tendance si vous voulez pour le faire passer par ce niveau-là. Donc là, notre droite de tendance est réajustée, nos différents niveaux sont ajustés. Donc on va essayer de voir maintenant sur cette unité de temps si on ne peut pas tracer des droites de tendance. Donc là, c'est simple, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement cette partie-là dans laquelle se trouve le prix. Ça ne sert à rien de dézoomer à ce point-là, tout simplement parce que ce qui s'est passé avant sur le prix, on sait déjà, on le sait étant donné qu'on a fait notre analyse en unité de temps weekly. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de savoir dans quel état se trouve le prix actuellement. Donc le prix actuellement se trouve dans une phase de consolidation, voire même de retournement. Et donc actuellement, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement de zoomer sur cette partie-là et d'essayer d'aborder les différents scénarios possibles. Donc là, on va se remettre à l'échelle automatique, vous voyez, et donc je vais zoomer un petit peu. On va essayer de repérer des droites de tendance sur cette partie-là. Eh bien, en haut, on n'a absolument aucune droite de tendance à repérer. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous le voyez ici, le prix s'arrête sur ce niveau des 4200 $. C'est clair, c'est net, il n'y a pas de droite de tendance à tracer. Par contre, en bas, on voit bien que le prix ici dessine des creux de plus en plus haut. Donc, s'il dessine des creux de plus en plus haut, probablement qu'il y a une droite de tendance à tracer. Donc, on va prendre l'outil, on va partir, comme je vous l'ai dit, de la fin. On va tracer grossièrement notre droite de tendance, par exemple comme ça. Étant donné que c'est une droite de support, eh bien, je vais tout simplement la mettre en vert. Donc là, vous voyez, je l'ai tracée grossièrement. Je peux même la réajuster un petit peu. Donc là, elle passe déjà parfaitement. Ici, je peux peut-être la remonter un petit peu. Donc là, vous voyez, vous avez un point de contact, un second, un troisième point de contact. Donc là, on a tracé notre fameuse droite de tendance qu'on peut bien évidemment prolonger. Donc là, l'analyse sur le Bitcoin est totalement terminée. Alors, on n'a pas encore vu nos différents outils qu'on va voir au fur et à mesure de ce module. Mais là, on a déjà vu pas mal de choses. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on sait qu'il faut utiliser l'échelle logarithmique, zoomer correctement son graphique, l'analyser de l'unité de temps weekly vers l'unité de temps la plus courte, donc le H1. On sait tracer les supports et les résistances qui sont pertinents et également les droites de tendance. Donc là, finalement, ce qu'il vous manque, c'est quoi? C'est tout simplement de savoir à quel moment acheter ou vendre. Ce sont les fameux signaux. Et les fameux signaux d'achat ou de vente, c'est ce qu'on va voir très bientôt à la fin de ce module. Donc maintenant qu'on a tracé nos différents niveaux, eh bien on va prendre l'outil flèche pour que je vous montre bien comment vous allez déterminer les différents signaux d'achat et de vente. Là, tout simplement, on avait dit que nous nous trouvions en dessous d'un énorme niveau de résistance. Donc si ce niveau de résistance est franchi par le haut, bien évidemment ce sera un signal d'achat. Je matérialise ceci donc par une flèche verte qui monte et donc on sera acheteur, on sera dans le sens positif, le sens de l'achat, si le prix franchit ce niveau des 4200, 4300 $. Alors bien évidemment, vous vous rendez compte qu'ici on a une droite de résistance, donc elle peut faire office de résistance, le prix peut buter dessus, vous voyez, et donc redescendre avant éventuellement de remonter. Donc évidemment que ce niveau va être important à surveiller. Par contre, si le prix continue à stagner ici et franchit, eh bien à ce moment-là, ce niveau de résistance, eh bien ça ne sert à rien d'acheter à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous avez une droite de résistance, il faut mieux attendre le franchissement de cette droite de résistance. Donc là, c'est parce que la distance est faible. Par contre, si le prix avait franchi ce niveau à ce moment-là, vous voyez que la droite de résistance est élevée, elle est loin. Donc, vous pouvez acheter à ce moment-là pour viser la droite de résistance. Donc, lorsque vous élaborez des signaux d'achat, il faut vraiment prendre en compte l'éloignement de votre support ou de votre résistance. Ici, par exemple, l'éloignement est assez élevé pour qu'on puisse acheter là et revendre si le prix commence à stagner sur ce niveau de résistance. Par contre, si le prix franchit le niveau de résistance ici, ça ne sert à rien d'acheter. Vous avez juste quelques dollars au-dessus à un niveau de résistance. Donc, vaut mieux attendre le franchissement à ce moment-là. Dans tous les cas, vous allez vous y retrouver. Pourquoi? Parce que si vous achetez ici et que la droite est loin, eh bien, vous allez profiter de tout ça. Alors que si le prix franchit ici cette droite de résistance, eh bien, vous n'allez perdre que ça finalement si vous vendez sur la droite de résistance. Ici, c'est l'inverse. Ici, vous allez peut-être perdre ça si vous attendez. Par contre, vous allez gagner tout ça parce que vous aurez plus de résistance. D'accord? Donc, d'un côté, vous gagnez tout ça, toute cette distance à l'achat et de l'autre, vous gagnez cette distance. Vous voyez, vous avez une symétrie. Donc, finalement, que le prix casse là ou là, pour vous, c'est la même chose. Le plus embêtant, ce serait bien évidemment que le prix casse en plein milieu. En tout cas, ça ne va pas nous intéresser. Pourquoi? Parce que le ratio risque-gain, ce qu'on risque par rapport à ce qu'on gagne, ne va pas être aussi intéressant que ce qu'on voudrait. Mais ça, c'est ce qu'on va voir justement dans le module 2
et dans le module 3. Donc là actuellement, vous le voyez que si le prix bien franchit par le haut ce niveau, on est quand même très proche de cette droite de tendance, donc ça ne sera pas forcément intéressant. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est tout simplement d'attendre le franchissement de cette droite de tendance pour viser ce niveau-là. Donc ça sera le niveau d'achat, ça sera le signal d'achat. Maintenant, concernant le signal de vente, eh bien, on a une première droite de tendance. On ne va pas vendre si le prix clôture sous cette droite de tendance. Pourquoi? Parce que souvenez-vous, on avait une autre droite qu'on avait tracée en weekly, en vert ici, et qui a plus d'importance. Les droites de support et de résistance sont plus importantes si elles sont sur des unités de temps élevées. Et ici, elle est plus importante parce qu'elle se trouve sur une unité de temps élevée, cette droite-là, plutôt que celle-ci. D'autant plus que la longueur joue également dans la pertinence. Et là, vous le voyez que celle-ci est beaucoup moins longue que celle d'en dessous. Donc là, on ne va pas s'amuser à vendre ici car on a un support juste en dessous. Par contre, ce qui sera intéressant, c'est d'attendre le franchissement de celle-ci, pourquoi pas, et vendre et shorter, vendre à découvert pour viser ce niveau-là. Puis, si ce niveau est franchi, eh bien vendre pour viser le gros support qu'on avait en unité de temps weekly sur le niveau des 3000 $. Donc, je vais vous mettre cette flèche en rouge. Et donc là, vous voyez, vous avez déjà commencé à tracer vos différents niveaux de signaux d'achat et de vente. Si le prix eh bien, arrive sur ce niveau, vous achetez pour revendre ici. Si le prix arrive sur ce niveau, eh bien, vous vendez à découvert pour racheter à ce moment-là. Alors, ne vous inquiétez pas si le mot vendre à découvert, racheter est compliqué, c'est ce qu'on va voir dans le module 2. Mais ça, c'est pour ceux qui regardent cette vidéo une deuxième fois. Normalement, vous serez plus apte à comprendre une fois que vous allez voir les signaux d'achat et les signaux de vente. Donc voilà, là, on a vu les différents signaux d'achat et de vente. Bien évidemment qu'il y aura d'autres indicateurs pour filtrer. On va rajouter des filtres pour ne pas se faire avoir par le marché et donc favoriser le bon sens. Parce que là, ok, on a un signal d'achat ici, un signal de vente, mais quel est celui qu'on va privilégier? Et bien tout ça, ce seront des questions de probabilité qu'on verra au fur et à mesure des prochaines vidéos, notamment en rajoutant des nouveaux indicateurs. L'indicateur des volumes, l'indicateur des bandes de Bollinger, les moyennes mobiles à 50 et 200 périodes. Donc voilà, donc là, on va tout simplement supprimer ces flèches car ça fera l'objet des prochaines vidéos et on va se contenter de ces droites de tendance. On va maintenant repasser sur les diapos et donc je vous ai préparé un exercice. Voici le graphique de l'Ethereum. Donc c'est le même graphique qu'on avait eu dans la vidéo précédente où vous aviez tracé les différents niveaux de résistance sur l'Ethereum. Là on reprend le même graphique sauf que vous allez devoir tracer les différentes droites de tendance. Donc une fois que vous aurez fini cet exercice, je vous inviterai à aller sur votre plateforme TradingView, à ouvrir des nouvelles crypto-monnaies et donc de vous amuser à tracer des supports, des résistances, des droites de tendance au fur et à mesure parce que ne visualisez pas toutes les vidéos d'un coup et après faites pas l'exercice tout à la fin. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas tout maîtriser, vous allez forcément oublier des choses. Alors que si vous faites les exercices, vous prenez l'habitude au fur et à mesure, eh bien vous allez mieux apprendre, vous allez mieux ancrer ça dans votre esprit, d'accord? Par exemple, dans la précédente vidéo, vous auriez uniquement dû passer sur TradingView, tracer vos supports et résistances. Maintenant que vous avez fini celle-là, eh bien vous allez non seulement sur TradingView, vous tracez vos supports et vos résistances et en plus vous complétez avec les droits de tendance. Et donc dans la prochaine vidéo, vous allez encore plus compléter en regardant autre chose. Et à chaque fois, vous repartez de zéro et vous complétez, d'accord? Ne faites pas uniquement l'exercice que je vous donne dans la vidéo, par exemple ici les droits de tendance, repartez à chaque fois de zéro pour que vous ayez la méthode de plus en plus. Vous imaginez vraiment comme une pyramide qu'on construit. Donc on construit, les bases sont vraiment les plus importantes. Donc ça ne sert à rien de faire à chaque fois une petite étape. Vous recommencer depuis le début. Et à chaque fois que vous recommencez, vous rajoutez une petite étape, vous rajoutez. Et donc vous allez voir, ça va vous prendre de moins en moins de temps. Par exemple, au début, pour tracer vos supports et résistances, ça vous prenait peut-être 10 minutes. Puis pour tracer les supports et les résistances et les droits de tendance, maintenant ça vous prend 10 minutes. Puis pour tracer les supports, les résistances et les droits de tendance et autre chose, ça vous prendra 10 minutes. Et de plus en plus, vous allez de plus en plus vite et vous rajouter des choses. Et finalement, ce que vous faisiez avant sur un seul élément, sur un seul graphique en 10 minutes, mais vous allez le voir à la fin du module, vous allez faire tout ce qu'on a vu dans le module en seulement 10 minutes, voire beaucoup moins. Plus vous allez gagner en expérience et plus ce sera rapide. Donc voilà, je vous laisse faire cet exercice, je vous laisse quelques secondes pour mettre la vidéo en pause et on passera à la correction. Donc voilà, on va passer à la correction. Donc le but de cet exercice était de repérer les droites sur ce graphique. Donc voilà les différentes droites qu'on peut repérer sur ce graphique. On peut repérer une première droite de support ici en vert avec 1 point, 2 points, 3 points, 4 points de contact. Une deuxième droite ici avec 1 point, 2 points, 3 points de contact, également une droite de support. Et enfin ici les droites de résistance en rouge avec 1 point, 2 points, 3 points, 4 points de contact. 1 point, 2 points, 3 points sur celle-ci et sur celle-ci 1 point et 2 points, voire ici 3 points de contact. Donc l'important ce n'est pas vraiment le nombre de points de contact, hein. C'est d'avoir au minimum 3 points. Maintenant que vous en ayez 5, 6, 7, eh bien c'est à peu près la même chose. Évidemment, plus vous allez avoir des points de contact, plus la droite de tendance sera importante, mais il faut vraiment relativiser ça avec le 3 ou 4 points de contact, d'accord? Une droite de tendance avec 8 points est beaucoup plus importante qu'une droite de tendance à 4 points. Mais une droite qui a 7 points ou 6, eh bien c'est à peu près la même chose. Une droite qui en a 6 ou 5, c'est à peu près la même chose, d'accord? Donc il faut vraiment garder ça à
l'esprit, plus vous allez avoir de points de contact et plus ce sera important. Mais évidemment, à partir d'un certain palier, l'importance diminue parce qu'il ne faut pas uniquement regarder les points de contact, il faut regarder à côté la longueur. Par exemple, une droite de tendance avec 5 points de contact et une longueur énorme sera peut-être plus intéressante parfois qu'une droite de tendance avec 6 points de contact, mais avec une plus petite longueur. D'accord? Il faut vraiment relativiser ça par rapport également à la pertinence des rebonds et à la distance entre chacun des rebonds. Par exemple, vous voyez que cette droite de tendance, eh bien, elle a des rebonds élevés et une énorme longueur par rapport à cette droite de tendance qui a des rebonds plus faibles. Donc, cette droite de tendance est moins importante que celle-ci. D'accord? Donc là, je vous ai vraiment tracé les différentes droites de tendance qu'on peut observer sur ce graphique de l'Ethereum. Bien évidemment, toutes ces droites de tendance ne vont pas nous intéresser. Par exemple, cette droite de tendance en rouge ici ne nous intéressera absolument pas pour notre trading. Pourquoi? Parce que vous allez le voir encore une fois à la fin de ce module-là, vous allez voir que les droites de tendance de ce type-là sont absolument à bannir car ils vont vous donner des faux signaux, des signaux qui ne sont pas intéressants. Par contre, cette droite de tendance ici en rouge, elle sera intéressante. Cette droite ici en vert, elle sera également intéressante, d'accord? Donc ça, pour le moment, si vous ne voyez pas encore ce que je veux dire, ce n'est pas grave, vous allez le voir à la fin du module, mais si vous regardez cette vidéo une deuxième fois, vous allez comprendre normalement pourquoi je dis que telle droite ou telle droite est intéressante ou pas. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que maintenant vous avez compris tout ce qui se cache derrière les droites de tendance. Amusez-vous à ouvrir maintenant des graphiques, tracez vos différentes droites de tendance. Attention à ne pas trop en tracer. Vous voyez par exemple que sur ce graphique, ça commence à être beaucoup. Alors là, je vous en ai tracé volontairement beaucoup parce que c'est un exercice pour que vous vous entraîniez à les tracer. Bien évidemment, dans tout ce graphique, peut-être qu'il n'y en a que 3 ou 4 qui sont intéressantes. À chaque fois, il faut avoir entre 3 et 5 droites de tendance par unité de temps. Souvenez-vous, c'est la règle que je vous avais donnée dans la précédente vidéo pour les supports et résistances. Ici, ça s'applique aussi entre 3 et 5, voire même entre 2. Des fois, 2 droites de tendance sont suffisantes. Donc, entre 2 et 5 droites de tendance suffisent par unité de temps. Ça ne sert à rien d'en avoir 10. Donc, voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, je vous rappelle, même pour la précédente vidéo, que vous avez à votre disposition un espace commentaire pour poser toutes vos questions par rapport à ces vidéos. N'hésitez pas à en profiter, à poser vos questions. Notre équipe se tient à votre disposition justement pour y répondre et donc vous aider au mieux à progresser dans votre trading. Voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera complètement différente. On va passer à l'étape 5 du module 1, justement dans cette vidéo où on va voir tout ce qui est volume, liquidité, volatilité. Donc ce seront des notions différentes. On ne va pas directement tracer sur des graphiques, mais ce sont des notions qui vous permettront de mieux comprendre comment évoluent les marchés financiers. Donc surtout, ne vous précipitez pas pour passer à la prochaine vidéo. Entraînez-vous, prenez le temps qu'il faut. Prenez 1 jour, 2 jours, 3 jours pour vous entraîner sur vos graphiques, car sur la prochaine vidéo, on va passer vraiment à autre chose et donc il faut que vous ayez l'esprit clair par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc lorsque vous vous sentirez prêt, on se retrouve dans la prochaine vidéo, dans l'étape 5 de ce module 1. À très bientôt.